Déjà, en arrivant à la tête du gouvernement consulaire, j'avais eu une prise avec le cabinet anglais touchant les prisonniers et cette fois, je l'avais emporté. Le directoire avait eu la sottise de se prêter à un arrangement qui nous était extrêmement préjudiciable, tout à fait à l'avantage des Anglais. Les Anglais nourrissaient le prisonnier en France et nous avions la charge de nourrir de notre Angleterre où nous avions assez peu d'Anglais chez nous et ils tenaient beaucoup de Français chez eux. Les vivres étaient presque plus rien en France. Ils étaient en un prix exorbitant en Angleterre. Les Anglais avaient donc fort peu de choses à payer, tandis que de notre côté, nous devions envoyer des sommes énormes en pays ennemis et nous étions fort pauvres. J'ai ajouté que tous ces détails exigeaient des agents croisés sur les lieux respectifs. Monsieur le commissaire anglais n'était autre chose que l'espion de nos affaires, l'entremetteur, le machinateur des complots de l'intérieur, urdi avec les émigrés du dehors. À peine j'ai pris connaissance d'un tel état des choses qu'il avait suffi rayer d'une traite de plume. Il fut signifié au gouvernement anglais qu'à compter du moment, chaque nation nourrirait désormais les prisonniers qu'elle rêvait, si mieux on aimait les échanger. On jeta au cri, on menaça de les laisser mourir de faim. J'ai soupçonné bien assez de dureté et d'égoïsme. Mon ministre anglais peut en avoir l'envie, mais j'étais sûr que l'humanité de la nation s'en serait révoltée. On plia nos malheureux Français, nous ferons ni mieux ni plus mal, mais nous gagnâmes de grands avantages et échappâmes à un arrangement qui était une espèce de genre et de tribu. Durant toute la guerre, je n'ai cessé d'offrir l'échange de prisonniers, mais le gouvernement anglais, jugeant qu'il me était avantageux, s'y est constamment refusé sous un prétexte ou l'autre. Je n'ai rien à dire à cela. La politique à la guerre marche avant les sentiments. Mais pourquoi se montrer barbare sans nécessité? Et c'est ce qu'ils ont fait. Quand ils ont vu grossir le nombre de leurs prisonniers, alors commençait pour nos malheureux compatriotes cet affreux supplice des pontons dont les anciens ont enrichi leur enfer. Si leur imagination peut le concevoir. Ce n'est pas que je ne crois qu'il y avait exagération de la part de ceux qui accusaient, mais aussi il n'y a pas eu de vérité dans ceux qui se défendaient. Nous savons ce qui c'est qu'un rapport au Parlement. Ici, nous en sommes sûrs. Quand nous lisons les calomnies et les mensonges qui dévitent en plein parlement avec une si froide intrépidité, ces méchants qui n'ont pas rougi de se faire nos bureaux, les pontons portant avec eux la vérité. Il suffit du simple fait d'y avoir jeté des pauvres soldats qui n'étaient pas accoutumés à la mer, les avoir entassés les uns sur les autres dans des lieux infects, trop étroits pour les continuer, leur avoir fait respirer 2 fois par 24 heures à la marée basse, les exhalations pestilentiel de la vase, avoir prolongé 10 ou 12 ans ce supplice de chaque jour. Ne c'est pas assez pour que le sang bouillonne. Oh, hideux tableau d'une telle barbarie!
Et sur ce point, je me reproche fort de n'avoir pas usé de représailles, de n'avoir pas jeté des pontons pareils. Non, le pauvre matelot et soldat, dont la voix ne compte pas, mais tous les milords et la masse de la classe distinguée. Je leur ai laissé livres correspondance avec le pays, leur famille et leurs risques. Ils ont assorti les ministres et ils ont fait reculer. Il est vrai que les salons de Paris, toujours les meilleurs alliés des ennemis, ne sont pas manqués de me dire un tigre, un cannibale, n'importe. Je les devais aux Français qui m'avaient chargé de les protéger et de les défendre. J'ai manqué de caractère, c'était mon devoir. Et tu m'as demandé si les pontons existaient de mon temps. Je ne pouvais le lui dire. Cependant, j'ai pensé que non, parce que j'étais sûr qu'il existait des prisons, parquets, en pleine campagne, que beaucoup d'Anglais les visitaient en faisant du bien aux prisonniers et achetant leurs petits travaux. Toutefois, ils devaient être bien mal souffrir de la faim, car on racontait qu'un agent du gouvernement étant entré à cheval et en étant descendu un instant, il n'avait pas eu les dos tournés que le pauvre animal, en un clin d'œil, avait été enlevé, défacé et dévoré. Je ne garantissais pas le fait, mais il nous avait été raconté par des Anglais même et des fanatiques d'entre eux qui, la vérité, ne s'étaient pas comme preuve de besoin des prisonniers français, mais bien pu faire ressortir toute leur férocité et voracité. L'empereur riait comme d'un conte bleu. Disons que la nature aurait à en frémir si la chose était réelle, car il est bien évident à qui que ce soit, remarque-t-il, qu'il n'y a que la faim poussée jusqu'à la rage qui puisse porter à dévorer du cheval. Je lui donnai une autre raison pour croire que, de mon temps, il n'y avait point encore de pontons. C'est qu'il avait été grandement question de consacrer aux prisonniers quelques petites îles désertes situées entre l'Angleterre et l'Irlande. On les y déposait toutes embarcation quelconque eût été soustraite, on les eût tout à fait abandonnés à eux-mêmes dans un complet isolement, et il n'eût plus été besoin que de quelques bâtiments légers en constante croisière pour les garder. Seulement, on objectait qu'en cas de descente de la part de l'ennemi, son grand et facile objet serait d'aborder ces îles. Et quand ils distribuant des armes, il y recruterait une armée tout à fait, et peut-être, disais-je, et c'est cette première idée qui aura conduit à celle des pontons. Quand le nombre de prisonniers croissant toujours, l'autorité s'effrayait de les avoir à terre au milieu de soi par la disposition d'une partie de la population qui soupçonnait d'être fort porté à fraterniser avec les Français. Eh bien, disait Napoléon, je conçois ces îles, car la sûreté est sa propre conservation avant tout. Mais le supplice des pontons est une tâche à l'humanité anglaise. Aïe, qui en est heureux qui ne peut sortir du cœur de prisonniers français.